Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle webconférence. Ça y est, la présentation est en place, Julien est en place, tout va bien. D'abord, je voulais commencer au nom de toute l'équipe pour vous remercier des bons commentaires, des bons retours sur la précédente webconférence où il s'agissait de partir à la reconquête des acheteurs. Donc, merci à vous. N'oubliez pas de nous envoyer d'ailleurs pendant cette webconférence avec Julien un maximum d'émoticônes, ça nous encourage un maximum. Donc aujourd'hui, on est sur repenser et agir sur son stock mandat avec nos conseils pour réussir. Je vous ai déjà présenté, ce n'est plus une surprise, vous l'avez vu dans les invitations, l'expert qui est en charge aujourd'hui de co-animer, et plus que co-animer d'ailleurs, cette webconférence, c'est Julien Raffin. Donc Julien, merci de nous rejoindre, merci de ton temps, merci d'être présent avec nous. Est-ce que tu peux dire un mot sur éventuellement les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas encore mondialement? Non. Bonjour Alain, bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Julien Raffin, j'ai 39 ans, je suis professionnel immobilier depuis maintenant 16 ans. J'ai créé le réseau Groupe C2I, qui est aujourd'hui un réseau avec 250 conseillers et une quinzaine d'agences en France. J'ai créé l'Eventimo, qui est le plus gros événement du monde de l'immobilier, il y a maintenant 5 ans. Et je suis aujourd'hui coach, formateur pour conseiller immobilier, pour manager, pour chef d'agence. Et j'ai créé une méthode de travail qui s'appelle la méthode Maestro. C'est ce que vous voyez juste derrière moi. J'ai écrit un bouquin qui est sorti l'année dernière en février. Bref, je vis, je dors, je mange, je rêve immobilier constamment. Et voilà, on voit la belle couverture du livre juste ici. Voilà, je suis un passionné et en fait, j'ai une mission, c'est de transmettre constamment tout ce que je peux à tous les conseillers immobiliers depuis maintenant 16 ans. Merci beaucoup, Julien. Quand on parle de transmission, donc on va en attendre beaucoup, en tout cas, où on espère qu'on va pouvoir vous délivrer un maximum de valeur pendant ces 45 minutes. Sachez qu'il y aura un quart d'heure, 15 minutes. Donc, groupez vos questions de façon à ce qu'on puisse les traiter en fin de webconférence. Et puis, vous aurez cette présentation complète d'ailleurs, plus une surprise et un cadeau de Julien à la fin. Voilà, je voulais vous dire ça avant qu'on puisse démarrer cette webconférence abritée par Aviv Group, juste les deux marques qui est leader de l'immobilier digital en Europe. Vous connaissez nos deux marques principales phares. Se Loger en France, présent depuis plus de 30 ans, avec 40% d'audience exclusive et marque préférée des Français. Et puis, Meilleurs Agents, qui est aujourd'hui l'expert de la data science et de l'estimation et des prix en règle générale dans notre groupe. Le sommaire, on va rapidement, en tout cas, faire un point ou un contexte marché ultra rapide et on démarrera ensuite le point 2, 3, 4 avec Julien, c'est-à-dire d'abord un sujet plus important d'ailleurs en préambule que les grandes étapes et les fondamentaux d'un parcours vendeur. On verra comment repenser sa stratégie mandat et sa posture et puis un temps de questions-réponses. Si on voulait juste poser le contexte marché, pour faire simple, parce que vous l'avez entendu, mais c'est à votre demande d'ailleurs qu'on fait cet épisode 2 sur les vendeurs, mais en quelques mots, nous étions en 2023 sur l'année des premières fois. C'était la première fois qu'il y avait une baisse des prix, la première fois qu'il y avait autant de baisse de production de crédit, la première fois que les taux étaient multipliés par 4, la première fois qu'il y avait une baisse des prix et la première fois qu'il y avait, en tout cas depuis 3 ans, une baisse des transactions en dessous du million, puisqu'on termine à 890 000 transactions. 2024 doit être l'année, maintenant qu'on le sait, tout ça, et qu'on a commencé à le digérer, l'année de la capitalisation, j'ai envie de dire, avec, bien sûr, vous allez le voir, des baisses de prix qui ne s'opèrent pas d'ailleurs de la même manière selon les grandes villes, les périphéries et le rural, puisque c'est assez différent. Mais il y a eu cette première baisse de prix qui est arrivée, mais il y avait quelque chose, oui, si j'avais pu me procurer aujourd'hui un sifflet d'arbitre de football, j'aurais sifflé pour illustrer mon propos, c'est-à-dire les porteurs de projets en général, les Français, attendaient un signal. Ce signal-là, ou ce qui fait aujourd'hui l'arbitrage de la reprise, c'est les taux d'emprunt, bien sûr, et toute la politique d'octroi de crédit. Et ce signal-là, il est arrivé puisque on sait qu'on arrive dans une stabilisation là, des taux et on verra qu'il y aura peut-être même des légères baisses de taux. Ça veut dire que mes vendeurs, là, ça fait quand même quelques mois qu'ils savent que les prix ne montent pas jusqu'aux arbres et qu'à un moment donné, il va falloir faire un effort. Les acquéreurs ont aussi leur capacité d'achat qui a été amputée. Mais il y a des réels projets qui sont en route et ce signal de taux, de stabilisation, eh bien, est arrivé. Et c'est ce qui aujourd'hui va redéclenche d'ailleurs
des motifs d'espoir et un business qui se remet en route, qui ne s'est pas arrêté d'ailleurs sur certains biens et dans certains secteurs et qui a ralenti un peu plus sur d'autres, on le verra tout à l'heure. Donc 2024, qu'est-ce qui nous préoccupe? C'était les taux, mais j'ai envie de dire, le signal est arrivé. Il va falloir s'habituer non plus à des taux entre 0 et 2, mais plutôt un peu en dessous de 4 certainement. Des transactions, il y en aura 800 000 en fin d'année. Je vous rappelle que sur les 30 dernières années, les moyennes de transactions, c'est 780 000. Donc, on est quand même sur un marché relativement dynamique. On a une baisse de prix qui va s'accentuer selon les régions et selon les types de biens. Pour une raison forte d'ailleurs, c'est que vous verrez qu'il y a des ventes contraintes et celles-ci, elles n'auront pas le choix, en tout cas, de baisser et de s'ajuster à la réelle capacité des acheteurs. Et puis, bien sûr, les motifs d'espoir, c'est en effet ce desserrement des contraintes de l'octroi de crédit, les taux qui vont encore certainement un peu légèrement baisser, et puis les acquéreurs qui vont d'abord, qui ont pris l'habitude de mettre un peu plus d'apport et qui vont évidemment regagner un peu de pouvoir d'achat. Là, il y a une question qui est, est-ce que c'est le bon moment pour sauter le pas? J'ai envie de reprendre un classique dans l'immobilier qui était, n'oubliez pas que là, on parle beaucoup de patrimonial. Donc, quel était le bon moment pour sauter le pas? C'était soit il y a 15 ou 20 ans, parce que ça veut dire que vous auriez amorti votre crédit et que vous seriez propriétaire d'un bien immobilier, soit c'est maintenant pour commencer à constituer votre patrimoine. Et ce qui nous encourage dans cette dynamique de marché et puis évidemment cette baisse des prix qui peut continuer légèrement à se corriger, c'est qu'il y a 650 000 ou 600 000 transactions qui sont des ventes contraintes, des gens qui sont obligés de vendre parce qu'ils déménagent, parce qu'ils divorcent, parce qu'ils ont des emprunts ou des dettes, et que s'ils veulent vendre, il va falloir évidemment qu'ils ajustent à la réalité du marché. Voilà sur ce point ou ce contexte marché, avec évidemment, on en parlera tout à l'heure, des nouveautés sur des critères d'achat nouveaux qui apparaissent avec évidemment les contraintes du DPE notamment. Mais avant ça, Julien, d'abord on remercie aussi, moi je remercie aussi les gens qui nous ont accueillis, en tout cas moi de mon côté, sur des visites d'agence et des prises de rendez-vous sur le mandat pour regarder ce qui se passait sur le marché. Mais Julien nous disait à juste titre, il faut peut-être savoir, avant de rentrer dans des fondamentaux et des recettes et des bonnes pratiques, on dit qu'il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va et pourquoi il y va. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Julien? Alors, déjà, pour commencer, j'aimerais partager ma vision du marché pour 2024. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir naturellement, elle a déjà commencé en 2023, une sélection par le haut. Sélection par le haut pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une professionnalisation qui est nécessaire en route de la profession. Et l'amateurisme et tout ça, il n'y a plus sa place. Et comme le marché se tend et que le volume de transactions est moins important en 2023 qu'en 2022 et en 2024 probablement qu'en 2023, on doit se professionnaliser. Après, il y a une maîtrise de la psychologie de la baisse de prix qui est hyper importante. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Dans une fixation de prix, il y a toujours une partie rationnelle et une partie qui est émotionnelle. Et on oublie trop souvent cette maîtrise de la psychologie de baisse de prix. Après, il y a un travail qui continue de reconquête des acquéreurs qui ont été les grands oubliés entre 2020 enfin 2019 et 2022. Il y a une notion de vitesse d'adaptabilité. Arrêter de faire, je dirais, du blocage sur le marché tel qu'il est. Il faut s'adapter et mettre en place un plan pour y arriver. Et il faut, et c'est hyper important, avoir un mindset de gagnant, on en parlait un petit peu tout à l'heure, ou un mindset de leader, comment on l'appellera comme on veut, pour pouvoir traverser cette période et surtout être plus fort à l'issue de cette période, tout simplement. Après, tu peux nous redéfinir, tu sais, on a une audience qui soit nous suit pour la première fois, là on a à peu près certainement 800 agences inscrites et certainement autant qui vont regarder en replay, mais parfois cette notion de mindset, elle est nouvelle pour des gens qui rejoignent ce type d'intervention. Est-ce que tu peux redéfinir un peu, ou en dire un mot, ou le traduire même? Bien sûr. Alors déjà, le mindset, c'est la traduction littérale, c'est l'état d'esprit. En fait, le mindset, c'est ce qui se passe ici dans notre tête. Notre état d'esprit va façonner notre vie. En fait, on sait que nos croyances font nos habitudes et nos habitudes font nos résultats. Et nos croyances proviennent de notre état d'esprit. Et dans notre cas de figure, j'explique qu'il faut avoir un mindset de croissance, donc, et non pas un mindset fixe. Le mindset fixe, c'est celui qui pense que tout est figé et qu'on ne peut pas évoluer. Le mindset de croissance va nous permettre d'aborder tous les défis comme des challenges et des opportunités de grandir et de s'améliorer, alors que celui qui va être sur un mindset fixe va être sur il y a une difficulté, donc je fais demi-tour et j'arrête. Donc en fait, finalement, ce mot qu'on entend qui est entre guillemets beaucoup à la mode, finalement, c'est simplement que
Dans notre culture française, c'est pas encore très fréquent. Ça commence à l'être chez tous les sportifs de très haut niveau et chez tous les performeurs aujourd'hui, que ce soit des top chefs d'entreprise, des acteurs, des chanteurs, tous les sportifs de très haut niveau sont tous accompagnés par des coachs mentaux. Et le mindset, c'est finalement pourquoi est-ce que j'irai à la salle de sport travailler mes pecs et pourquoi je ne travaillerai pas mon état d'esprit. Donc, c'est simplement ça. Bah, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à nouveau sur comment je peux avoir cette vision, pourquoi avoir cette vision claire et comment je peux définir un certain nombre de, je sais pas, d'éléments qui me mettent Ouais. en mouvement en tout cas, parce qu'on sait que pour certains, sur ce cycle vendeur, il y a des habitudes à changer, il va y avoir des efforts à faire pour, je sais pas, rappeler ses clients, travailler le prix, être plus juste en estimation. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah, la première chose que je peux dire, c'est que la base de tout business, c'est d'avoir une vision qui est claire. Qu'est-ce qu'une vision? Une vision, en fait, c'est simplement un aperçu clair de ce que l'on souhaite réaliser à l'avenir. L'idée, c'est qu'elle soit ambitieuse, inspirante, qu'elle reflète nos valeurs et aspirations les plus profondes. OK? Donc là, on a deux visuels. On est sur la même route avec le même conducteur et le même véhicule. Sur le visuel en haut à droite, on a une vision qui n'est pas claire. On a tous connu une route, il y a du brouillard. Il se passe quoi? Il se passe que ce conducteur-là, il ne peut pas aller à plein régime. Donc, il ne peut pas être à son plein potentiel. De la même manière, sur le visuel en bas à gauche, il y a une route qui est dégagée parce qu'il y a une vision qui est claire. Et donc là, il peut rouler à 110, 130 ou 90 en fonction des limitations de vitesse. Ce qui veut dire qu'il peut rouler à son plein régime. Quand aujourd'hui, un entrepreneur, il n'a pas une vision claire de son business, et une vision claire, c'est au moins sur l'année à venir de savoir exactement où il veut aller et surtout pas se dire, on va en parler un petit peu après des cercles d'influence, mais ça va dépendre d'eux. Non, ça ne dépend pas en fait. Si je prends une décision d'amener ma boîte là, quoi qu'il arrive, je vais y aller. Et je prends la décision. Et c'est surtout pas les facteurs externes qui vont faire que oui ou non, je vais changer mon plan d'action. Donc, première chose, c'est une vision claire et toujours en tête ce conducteur-là. Et si vous êtes aujourd'hui dans cette notion de brouillard, ça va être très compliqué pour vous de pouvoir aller vite. Donc, c'est la première chose qui est hyper importante. Alors, j'aime Ensuite, bien quand tu dis, alors, juste, j'aime bien quand tu dis, pour notre audience, encore une fois, votre boîte, chef d'entreprise. Alors, nous, on a, évidemment, on a des directeurs d'agence, on a des patrons actionnaires de leur point de vente, on a des mandataires qui sont des chefs d'entreprise, on a des commerciaux, mais qui sont aussi des chefs d'entreprise de, soit de leur vie, j'ai envie de dire, ou de leur secteur ou de leur marché. Donc, c'est bien de garder, en effet, cette image de, vous êtes tous des chefs d'entreprise. Ensuite, bah, chacun son Everest, chacun son terrain de jeu, entre guillemets. Voilà, j'avais juste envie de signaler ça. Oui, c'est ça. Et puis, le deuxième truc avant de définir la notion très importante là, que tu vas évoquer, qui fait l'étincelle, elle a lieu ou elle n'a pas lieu, c'est que quand j'interroge ou quand je vais moi dans les agences ou sur les rendez-vous, j'ai quelques patrons d'agence ou responsables qui me disent ah, attention avec Julien, vous allez envoyer plein de notions qui peuvent paraître complexes. Parfois, j'ai des négociateurs ou moi-même, nous sommes encore un peu dans le brouillard, pour reprendre ton image. Attention à ce que ça fasse pas trop, parce que il faut qu'il y ait à nouveau cette petite étincelle de ce marché qui a changé avec, tu vois, des nouvelles habitudes à reprendre. ouais, Peut-être c'est l'idée d'ailleurs de ce dont tu vas parler maintenant. exactement. Donc, comme tu dis, en fait, pour certains et certaines qui ne sont pas chefs d'entreprise, ils sont au moins chefs d'orchestre de leur propre vie et du changement de vie de leurs clients. Donc, de toute façon, il y a une notion de responsabilité et de se dire, je prends des décisions comme si c'était à mon compte aujourd'hui. Le Big Why, donc ce fameux Big Why, c'est ces mots un peu à la mode, comme le mindset, mais en fait, qui sont tout sauf une monde, qui sont des fondamentaux. Le Big Why, en fait, c'est de se dire pourquoi chaque matin je me lève. Pourquoi je suis prêt à travailler entre 12 et 18 heures par jour depuis 18 ans? Il y a une raison derrière tout ça. Et la raison, c'est surtout pas parce que j'aime les gens et la pierre. Le truc classique quand tu parles d'un agent immobilier. Ça, c'est à la limite, sois tailleur de pierre. Si tu aimes la pierre et les gens, tu peux aussi faire ce métier-là. Donc, le Big Why, c'est pourquoi, en fait, je suis prêt à faire tout ça et j'ai autant de motivation toujours. Moi, je peux te partager le mien si tu veux, par exemple, pour donner un. Ah ouais, j'aimerais bien. C'est quoi ton pourquoi à toi, Julien? Moi, je Non, compte pas pourquoi? travailler 18 heures par jour en plus, hein. Moi, je compte travailler 6 heures, si tu veux, ou 7. Ouais. Donc, dis-moi, c'est quoi ton pourquoi? Après, moi, c'est un travail passion. Donc, moi, mon pourquoi, c'est d'inspirer, d'élever, d'impacter la vie de mes trois enfants et de tous les agents immobiliers entrepreneurs que je rencontre depuis maintenant 16 ans. Ça, c'est mon pourquoi. Ok. Et ensuite, donc, moi, je m'engage à leur montrer que tout est possible quand on s'en donne les moyens, en leur inculquant un mindset de vainqueur, donc toujours cette notion d'état d'esprit, de dépassement de soi, et en leur transmettant les clés de la réussite grâce à la méthode Maestro. Donc ça, c'est clairement mon pourquoi, et c'est ce qui fait que j'ai construit tout ce que je fais dans l'immobilier, en fait, c'est
pourquoi on est là aujourd'hui, c'est pour transmettre, tout simplement. C'est ce que j'aime le plus faire, en fait. Et du coup, ce n'est pas un travail. Et moi, le fait d'avoir toujours une notion de contribution constante et de plus en plus importante par la visibilité, en fait, c'est ma mission sur Terre, elle est là, quoi. Et moi, mes 3 enfants, à partir du moment où ils sont fiers de moi, mon père, ma mère, mon petit frère, et tous les animaux que je croise au quotidien, ah ben ça m'a aidé grâce à toi. Moi, cool. Moi, mon taf, il est là et quand je partirai, j'aurais fait mon taf sur Terre, tout simplement. Ok, très clair, parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans cette présentation, on pourrait se dire, pour ceux qui nous écoutent, ben, encore une fois, faites comme vous en avez envie, mais parfois, nous, on a l'habitude de prendre des notes, en tout cas, de se faire 2 colonnes, en disant, il y a plein de notions qui arrivent. Évidemment, vous n'aurez pas le temps de soit faire tout en direct, soit vous allez avoir l'impression, à la fin de la webconférence, qu'il y a un énorme éléphant et qu'il faut digérer ça d'un seul coup, ce qui est évidemment impossible, et qu'il va falloir commencer par mettre des petites actions en place. Donc, peut-être que vous pouvez faire une colonne en disant, bah, tiens, qu'est-ce qui me parle dans ce que Julien est en train d'évoquer là, et qu'est-ce que ça me donne comme idée, ou qu'est-ce que ça me donne comme envie pour un peu plus tard. Vous voyez, pour qu'on puisse garder un peu trace de 2, 3 points comme ça importants pour vous pendant cette webconférence. J'ai beaucoup aimé, Julien, quand tu évoques cette notion du pourquoi on se met en marche, pourquoi on fait les choses. Cette image que tu donnes, alors, juste dans la continuité, tu sais, tu parles de, tiens, attention de ne pas perdre son énergie dans les choses que je peux contrôler et que je ne peux pas contrôler. Mais j'aime Exactement. beaucoup aussi, et je sais que tu ne vas pas l'oublier, mais la parabole qui t'amène à dire à un moment donné, je vais te donner quelques mots, puis tu compléteras quand tu parles de tant que votre pourquoi est plus fort. Ouais. Tant que votre pourquoi est plus fort que votre prix à payer, vous continuerez toujours à endurer tous les sacrifices. On prend un exemple. Moi, les 28 mois, j'ai eu la chance d'interviewer des personnes au parcours incroyable. J'ai eu Philippe Croison, j'ai eu Anthony Bourbon, j'ai eu Michael Aguirre plusieurs fois, des sportifs de très haut niveau comme Yannick Agnel. Et Yannick Agnel, je lui ai demandé, mais en fait, pourquoi tu as été capable, qui est champion olympique de natation et champion du monde, pourquoi en fait tu as été capable d'aller 300 jours par an dans un bassin, 6 heures par jour à nager? Il m'a dit parce que j'avais un pourquoi qui était hyper fort. Moi, je me suis vu tous les jours de ma vie avec la main sur le cœur à écouter la Marseillaise sur la première marche du podium. C'est ce qu'il a réalisé. Donc, le fait d'avoir un pourquoi fort va permettre à un être humain d'être en capacité d'accepter ce prix à payer. Et en fait, quand le balancier, le prix à payer est plus fort que mon pourquoi, c'est là que j'abandonne. Et si on a un pourquoi qui est fort, il n'y a aucune personne que je connais qui a fait des trucs incroyables qui a abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous un dénominateur commun. C'était un, pourquoi fort, deux, vision hyper claire, trois, mindset de gagnant. À partir du moment où c'est le triptyque, vision, mindset et le pourquoi, il est réuni, ça ne peut pas échouer. Ça sera dur, on va des fois tomber, on va se relever. Et Michael Aguilar, il m'a pris un truc et il m'a dit voilà, quand tu tombes par terre, profites-en toujours pour ramasser quelque chose. Et ça, c'est un état d'esprit en fait. D'accord? Comme tu le disais, Alain, il y a un truc qu'il faut bien prendre en compte. C'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a 2 types de choses dans la vie. C'est hyper binaire et c'est facile de le dire, mais c'est il y a ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Dans ce visuel-là, on a au centre de la cible, donc sur la partie rouge, ce qu'on appelle le cercle de contrôle. Tout ce que je peux contrôler. Le lien avec mes clients, mes objectifs, mes efforts, ma motivation, mes actions, la façon dont je me forme, le nombre d'appels que je vais passer par jour, le nombre de portes à laquelle je vais taper. Tout ça, c'est moi. D'accord? Donc, mon seul focus, il doit être là-dedans. Et après, il y a tout le reste. Le cercle de préoccupation. Alors, il y a des trucs cool, hein, le temps qui fait, l'inflation, le futur, le marché, les décisions politiques. Alors, aujourd'hui, c'est les taux d'intérêt, les acheteurs, ils ne savent pas, les vendeurs, ils en veulent trop cher. Mais tout ça, en fait, c'est des facteurs externes. Et un facteur externe, il faut juste y accorder aucun degré de son énergie. Tu changes ton monde intérieur et ton monde extérieur, il va changer naturellement. Si tu es focus là-dessus, et il y a aujourd'hui des conseillers qui sont focus que sur la partie grise. Et ce n'est pas de leur faute, c'est jamais de leur faute. Alors, maintenant qu'on a compris qu'il y avait une partie grise qui doit évidemment être effacée, entre guillemets, ou pas s'en occuper, il y a la partie rouge, donc dans ce que je peux contrôler. Et dans ce que je peux contrôler, qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant sur les quatre zones de contrôle du business? Bah, il y a une matrice qui est hyper facile et que vous pouvez recopier. C'est un truc très très facile à mettre en œuvre. Il y a 4 points principaux dans un business. Le premier point, on l'oublie très souvent, c'est ce qui va bien. Je coach beaucoup de conseillers, des top performers, et des fois ils arrivent, ils sont au bout de leur vie. Je commence toujours par ton moral de 0 à 10, c'est pourquoi? Oh, ben... Et en fait, je lui dis attends, focus, c'est quoi ta victoire de la semaine? Donc déjà, qu'est-ce qui va bien? Si aujourd'hui on est sur un conseiller immobilier, je sais pas, qui va rentrer à 80% de ses mandats grâce à du réseautage, mais continue à amplifier ce réseautage.
parce que ça marche bien, donc continue à amplifier ça. Après, il y a certaines choses qui ne vont pas fonctionner. Et là, il ne faut pas avoir peur de changer. Il ne faut pas s'acharner à aller dans la mauvaise direction. La pire chose pour un être humain, c'est de courir vite dans la mauvaise direction. Ça t'éloigne du résultat. Si tu as une vision claire, a priori, très rapidement, tu vas t'apercevoir que tu t'es trompé. Donc là, c'est changer. Après, dans cette notion de vision, ça permet de se dire aussi, qu'est-ce qui est confus? Ok, est-ce que tu sais exactement pour faire ça où tu dois aller? Combien de ventes tu dois faire, ton chiffre d'affaires moyen, combien de rendez-vous vendeurs, ton taux d'exclusivité, combien de vendeurs sortis? Il n'y a rien dans l'immobilier qui est dû au hasard. Tout est mathématique, tout est rationnel. Le hasard n'existe pas. Il y a la capacité de prédire un conseiller immobilier, quel chiffre d'affaires il va faire, juste sur le chemin de réussite, sur un entonnoir de conversion. Donc ça va être clarifié. Et d'ailleurs, moi, je refuse de coacher toutes les personnes qui n'ont pas une vision claire, parce qu'en fait, aucun coach sur Terre, même dans le sport, pourra amener un sportif à gagner la médaille d'or si lui-même ne sait pas où il veut aller. Et la dernière chose, c'est de se dire, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans mon business? Peut-être qu'aujourd'hui, je dis n'importe quoi, hein, j'ai pas mis en œuvre de politique de fidélisation, mettons en œuvre une politique de fidélisation. D'accord? Donc l'idée, c'est j'amplifie, je change, je clarifie et aussi je rajoute les choses qui me manqueraient. Très clair. C'est pour ça qu'on voulait démarrer avec vous quand on a décidé de préparer cette webconférence avec Julien, où on se disait, bah alors est-ce qu'on leur fait du traitement d'objection, du mandat exclusif, En fait, si la mèche n'est pas allumée sur le pourquoi et sur l'état d'esprit, tout le reste qui suit derrière, ça pourrait être courir vite dans la mauvaise direction. Enfin, en tout cas, ça ne suffirait pas. Donc, la bonne nouvelle, en revanche, maintenant que ce premier élément, cette première étape ou cette première brique est mise en place, avec pour certains des choses qui sont déjà très engagées dans l'état d'esprit, d'autres c'est peut-être nouveau, d'autres ça va être certains éléments qui vont vous intéresser en tout cas dans cet état d'esprit, certaines petites lumières que Julien a pu vous apporter. L'idée, c'est que la bonne nouvelle, c'est que dans le marché d'aujourd'hui, on a plus, alors ça c'est une étude Meilleures agences se loger, plus 11% des particuliers qui décident en première instance de confier leur projet à un professionnel de l'immobilier. Pour quelle raison? Parce que seuls, ils se sont aperçus qu'ils avaient plus de difficultés dans ce marché-là à fixer le bon prix, à négocier, à répondre aux nouvelles attentes des acheteurs, voire à répondre sur qu'est-ce que je fais avec mon bien G alors qu'on sait très bien que c'est rédhibitoire aujourd'hui, etc., etc. Donc, j'ai un vendeur qui a besoin d'atterrir sur un prix ajusté avec des preuves et en corrélation avec la capacité de l'acheteur. Puis j'ai un acheteur qui, lui, s'est raréfié, qui a lui aussi beaucoup d'informations et qui a une capacité d'emprunt réduite et des nouvelles attentes sur son type de bien. On voit que le télétravail est rentré dans les mœurs, on voit que sur le prix, il y a des nouvelles attentes, on voit que sur la consommation ou la valeur énergétique du bien, il y a des questions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a besoin d'un professionnel aguerri à ça qui va faire de l'intermédiation. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui auront mis en place les éléments nécessaires, évidemment, pour répondre à ces questions. Les autres, il n'y aura pas de miracle, entre guillemets. J'ai envie de vous le dire comme ça. Est-ce que tu pourrais nous rappeler, Julien, avant de rentrer sur le focus des deux éléments essentiels dans ce parcours vendeur, un peu les grandes étapes de ces fondamentaux parcours vendeur, les rappeler pour certains, les découvrir peut-être pour l'autre. Et n'oubliez pas de nous envoyer des petits emojis sympas qui nous encouragent et voir si on est si on va dans le bon sens dans cette webconférence. Et merci à ceux qui m'ont envoyé des encouragements. Ah, c'est super pour les pouces. Merci beaucoup. Merci à ceux qui nous envoient des encouragements et qui ont eu, que j'ai eu en tout cas dans l'Académie de la vente il y a quelques temps dans un grand groupe immobilier. Je vous salue et je me rappelle à vous. Mais c'est Julien aujourd'hui qui va nous rappeler quelles sont les grandes étapes d'un parcours vendeur pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Okay, donc là, on va faire quelque chose de très facile. Côté vendeur, 4 étapes. Première étape, il y a à un moment donné une prise de décision. C'est-à-dire, il y a une situation actuelle, il y a un événement qui intervient, positif ou négatif, et il y a une décision de mettre le bien à la vente. L'étape numéro 2, elle suit l'étape numéro 1. J'affine mon projet, c'est-à-dire que je vais commencer toute mon étude sur Internet. Regarder notamment des sites comme Meilleurs Agents pour m'informer des prix sur mon secteur, voir ce qui a été vendu, voir ce qui est à la vente. Donc, j'affine mon projet. Après, étape numéro 3, quand j'ai déjà ma petite idée aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, les acheteurs et les vendeurs sont quand même relativement bien informés en général. Il y a une notion de proactivité vers un professionnel. Donc, je vais vers un pro ou alors,
parce que le pro référent de mon secteur, celui qui a ses 2500 boîtes aux lettres, qui fait bien son boulot et qui fait du passage récurrent tous les mois, me sollicite, c'est le bon timing. Et là, ben, c'est lui qui vient à moi. Donc, en tout cas, il y a une relation avec un pro. Et je matérialise ça par une signature de mandat. Et ensuite, j'ai la transaction qui est faite et donc je vends mon bien. Ça, c'est la partie vendeur. Cette partie vendeur, elle va corréler avec la partie conseil. Donc là, je vous ai fait un petit schéma alors, qui est relativement facile, qui paraît à première vue compliqué. Oui, au départ, il paraît pas facile, mais en fait, il l'est. Mais on te laisse nous le décrire. En fait, on retrouve trois moments clés en rouge. Le moment clé numéro 1, c'est j'ai ce lead vendeur. Et on sait que sur la gauche, vous retrouvez la formule magique pour récupérer du lead vendeur, faire de la veille, prospecter, communiquer, avoir des recos. Il n'y a pas plus à faire, pas moins à faire. Il n'y a que ça à faire pour avoir des leads vendeurs. Et d'ailleurs, tout notre taf doit être sur ces 4 points-là constamment. C'est un travail de veille. C'est comme si tous les jours, j'allais courir 1 heure. Tous les jours, je fais au moins 1 heure de ces 4 points-là. Ensuite, à partir du moment où j'ai un lead vendeur, donc un prospect vendeur, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Soit j'arrive à fixer un rendez-vous, donc on verra le rendez-vous vendeur 1, soit j'ai l'information qui vient à la vente, mais le vendeur n'est pas mûr pour me recevoir. Et donc, comme il n'est pas mûr à me recevoir, je vais faire ce qu'on appelle du lead nurturing. Le lead nurturing, c'est quoi? C'est le fait de faire, c'est une notion marketing, c'est pas du tout d'immobilier, c'est le fait de faire monter à maturité le projet de mon vendeur en lui apportant de la valeur. Pour ça, je vais faire quoi? Je vais le conseiller. Lui expliquer les dernières ventes, les taux, comment il devrait mettre en valeur son bien. Et donc, je vais créer aussi un lien de confiance. Et à un moment donné, grâce à ces lead nurturing et des interactions que j'aurai avec lui, qu'elles soient téléphoniques, physiques, courrier, mail, réseaux sociaux, je vais avoir mon rendez-vous quand il arrive. À l'issue de ce rendez-vous, il y aura 4 options. Option 1, il signe avec moi. Donc, on arrive sur l'étape 2, mandat signé en bas à droite. Option 2, il refuse de me confier la vente de son bien. Option 3, moi, je refuse de prendre son bien parce que je ne suis pas un exclu au prix et que j'ai un standard, on en parlera un petit peu plus tard. Et option 4, projet en attente. Quoi qu'il arrive dans les 3 dernières options, je continue à suivre mon prospect pour continuer à faire monter à maturité. À un moment donné, le mandat va être signé. Qu'est-ce qui se passe? Je mets en place mon plan de commercialisation. On ne va pas en parler parce que ce n'est pas l'objet du jour. Je fais mon suivi vendeur. Je procède à une baisse de prix si besoin, s'en fait sentir. Et j'arrive à un moment donné sur le compromis et l'acte. Et là, je suis dans mon étape de fidélisation. Donc là, on a un schéma qui est très rapide sur le parcours vendeur, sans rentrer en détail dans chacune des étapes. Et l'objectif, c'est de se dire qu'il y a vraiment 2 enjeux clés dans ce parcours vendeur. Et d'ailleurs, en commentaire, mettez voilà, un petit peu vos retours là-dessus. C'est le mode de commercialisation, c'est-à-dire, en gros, de PAP directement à PAP ou en exclu ou en mandat simple ou, et le prix. Finalement, tous les autres combats, c'est des combats qui sont des combats hyper pas importants, c'est mineur comme chose. Aujourd'hui, quand on se bat pour l'exclu et pour le prix. Et donc ça, ces deux enjeux clés-là, c'est tout ce qu'on va voir et ce qu'on va dérouler maintenant sur la suite de notre conférence. Très clair. Comment on fait donc pourquoi et comment on fait pour avoir évidemment davantage de mandats exclusifs, mais surtout pourquoi? Et les questions, on les traitera à la fin. Par exemple, j'ai une première question de Stéphanie. On va y répondre en fin dans le dernier quart d'heure, ce qui est prévu l'espace pour les questions, pour pas amputer toute la démarche de Julien et que vous repartiez et qu'on ait le temps de repartir avec surtout des bonnes pratiques pour faire davantage de business pour vous. Et puis, on garde ce quart d'heure à la fin pour répondre à l'ensemble des questions. Et je vous assure qu'on répond à l'ensemble des questions. Donc, pour l'instant, j'en ai une de Stéphanie, j'en ai 2, 3 autres encore. Donc, ça sera tout à l'heure. Pourquoi développer sa stratégie de mandat exclusif et comment, Julien? Alors, l'idée, la première chose, c'est de comprendre pourquoi l'exclusivité. J'ai des conseillers en formation qui m'expliquent que dans leur structure, on leur explique qu'il faut travailler en mandat simple. Il n'y a aucune raison valable, ni pour un propriétaire, ni pour un conseiller immobilier, ni pour un acheteur de travailler en mandat simple. Si on fait, alors on pourrait y passer 1 heure, mais un topo très rapide, triptyque, les 3 concernés. Le premier concerné, ce n'est pas nous déjà, c'est le propriétaire. C'est lui qui nous signe le mandat. Intérêt d'un mandat exclusif. 1, je suis interlocuteur unique. Grâce au fait que je sois interlocuteur unique, il y a un lien de confiance qui s'instaure. Il y a une facilité pour la gestion des visites, puisqu'il n'y a qu'une personne qui va gérer les visites. Il y a toute la maîtrise du process de vente. Il y a une maîtrise de toute la centralisation de l'information. L'information montante comme descendante. Quand le vendeur a plusieurs interlocuteurs, il ne va pas maîtriser ce qui se passe. Quand il n'y en a qu'un qui gère tout ça, c'est plus facile. Il maîtrise aussi l'information qui remonte. Si je suis seul mandaté par un vendeur,
Je vais lui faire les comptes rendus sur mes acquéreurs, sur le marché, sur les derniers biens mis à la vente par des confrères qui seront des biens concurrents à lui-même. Donc, c'est plus facile. Il y a toute une notion de sécurité aussi. Aujourd'hui, quand je suis seul mandaté, il n'y a que moi qui peux faire rentrer chez mon vendeur des particuliers et ou des pros. Donc, il y a une sécurité. Il y a une protection du prix parce qu'on sait toutes et tous que quand je travaille en exclusivité, je travaille pour mon vendeur. Quand je travaille en mandat simple, ce qui n'est pas mon cas, c'est interdit dans la structure. En tout cas, mes salariés ont l'interdiction formelle de travailler en mandat simple. Ils ne le font pas depuis 5 ans, on a 100% d'exclusivité. Il y a une protection du prix parce que si je suis en mandat simple, qu'est-ce qui se passe? Je me bats contre mes concurrents. Je ne travaille plus pour mon vendeur, mais je travaille contre mes concurrents pour vendre au plus rapide. Et après, la base même de l'économie, tout ce qui est rare et cher. Donc, je protège mon vendeur par l'exclusivité et je lui fais une prestation différenciante. Pour moi, conseiller immobilier, j'ose même pas expliquer les intérêts, mais bon, très rapidement, je travaille en toute sérénité. Je sais dire non, j'ai un gain de temps, j'augmente mon taux horaire. J'ai une organisation qui est simplifiée, des acquéreurs qui sont qualifiés. Je ne travaille pas dans l'urgence. Je peux faire mon travail correctement et surtout faire vivre la plus belle expérience client et à mon vendeur et à mon acquéreur parce que je fais bien le boulot. Et pour l'acquéreur, les intérêts, je suis interlocuteur unique. Il y a une gestion des visites facilitée. Il y a une transparence, il y a une sérénité. Comment expliquer à un acheteur, quand il fait une offre au prix, que finalement, j'appelle mon vendeur et que bah non, il y a une offre qui a été acceptée 10 000 euros en dessous il y a 3 jours. Donc, ça n'a clairement aucun sens. OK ? Sur l'exclusivité, donc efficience, augmentation du taux horaire de l'agent immobilier, donc du chef d'entreprise, confort psychologique et surtout ne plus laisser la chance être un facteur clé de succès. Parce que quand on travaille en mandat simple, même le meilleur agent immobilier du monde qui a vendu tous les biens du secteur peut se faire avoir par celui qui vient de commencer et qui vendait des huîtres sur des étals la semaine dernière. Parce qu'il y a un facteur de chance que si on t'appelle, tu as beau avoir les plus belles photos, la plus belle annonce, c'est juste. On t'appelle, tu es en rendez-vous, tu ne réponds pas, il appelle ton confrère, c'est lui qui vendra. C'est clair. Julien, merci. En fait, juste pour vous rappeler que, encore une fois, dans cette webconférence, il s'agit, vous l'avez vu, dans la première partie, tout ce qui est sur l'état d'esprit, puis les grands fondamentaux, puis le point contexte marché, etc., etc. Si à chaque fois, il y a un module, comme là, on vient de parler de l'exclusivité, puis on a parlé du parcours vendeur complet, puis on peut parler de la prospection omnicanal. En fait, ce sont des chapitres complets. Vous en retrouvez certains sur notre chaîne YouTube Se Loger, qu'on a déjà traité, et vous en retrouvez évidemment, vous en retrouvez l'ensemble en tout cas dans l'ouvrage ou chez Julien. Comment on peut avancer là, Julien, sur ma méthodologie en prise de mandat, peut-être Ouais. pour donner un parcours? Alors, déjà, je vais donner 5 clés sur l'exclu et après, on va parler d'une méthode. La première clé, elle est mentale. C'est travailler 100% en exclusivité commence par penser exclusivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pense exclusivité, je parle exclusivité, j'agis exclusivité. Cas concret, j'ai une réunion lundi matin avec mes commerciaux. Un premier, il me dit, les deux ont un rendez-vous vendeur l'après-midi. Le premier me dit, je vais voir un bien. Le second me dit, je vais chercher une exclusivité au prix. D'après vous, qui parmi ces deux conseillers a le plus de chances de rentrer une exclusivité au prix? C'est celui qui aura dit qu'il va chercher une exclue. On sait que nous sommes ce que nous disons. Et l'idée, c'est qu'on attire à nous toutes nos pensées dominantes. Et ce qu'on croit a beaucoup de chances de devenir réalité. Et donc, nos pensées et nos croyances vont créer notre réalité. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est le fait de mettre en place des standards. J'ai une grille, d'ailleurs, elle est dans le bouquin, enfin, comme tout ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai une grille en 4 points qui fait qu'un conseiller immobilier doit, en 1 minute, savoir si oui ou non il va prendre le mandat. Cette grille, c'est la première chose. Quel type de mandat j'accepte de prendre? Est-ce que mon standard, c'est l'exclu, la semi-exclu, le mandat simple où je suis seul, mandat simple avec un concurrent, jusqu'au mandat simple où on est 50? Ensuite, l'autre critère, c'est en termes de différence, prix de commercialisation par rapport au prix de mon estimation. Est-ce que je travaille que des biens qui sont au prix ou jusqu'à 5%, 10, 20, 25 ou à plus de 25? Ensuite, il y a le temps de déplacement maximum. Jusqu'à où je suis prêt à aller? 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutes, peu importe. Et après, la deadline du projet de vente. Est-ce que je prends que des biens dont le projet est établi à 3 mois, 6 mois, 1 an, ou alors j'accepte de prendre tout et n'importe quoi? Plus vous avez des standards qui sont resserrés, plus votre taux de transfo sera important et plus votre efficience sera importante et plus votre taux horaire, qui est le seul indicateur qui permet de dire si on est un bon ou pas bon conseiller immobilier, est élevé. On peut faire 150 000 euros de chiffre d'affaires, mais si on fait 220 rendez-vous vendeurs dans l'année, on n'est pas un bon conseiller immobilier. Ce n'est pas le chiffre d'affaires qui compte, c'est l'énergie accordée, c'est la ressource versus résultat. Ensuite, il faut apprendre à dire non. Le mandat simple, ce n'est pas une opportunité ni une consolation.
L'idée, c'est de se dire, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à ne plus prendre de mandat simple. Tout simplement, quel que soit le pourquoi du comment. OK? Ensuite, l'idée, c'est d'aborder une approche et une posture qui est professionnelle. Ça, c'est hyper important. Et un professionnel a des standards, un professionnel a une méthode de travail et un professionnel refuse et refusera de plus en plus de mandats parce qu'un pro n'a pas de temps à perdre. Je suis là pour vendre des biens et pas pour essayer de vendre des biens. Quand je prends l'avion chez Air France, le pilote, il n'essaye pas de m'amener à destination. Il m'amène à destination. Et lui, il me fait vivre un voyage en toute sérénité. Moi, mon taf en tant qu'agent immobilier, c'est de faire vivre le plus beau voyage à mes clients. À partir de là, j'essaye. Je fais. Et pour ça, j'ai des standards tout simplement. Le pilote d'Air France ne dit pas, tiens, il me reste que 600 km de kérosène, il y a 620, ça va peut-être passer. Pas ça. Ça, c'est de l'amateurisme. Et nous, on ne doit pas viser de l'amateurisme. Et après, l'idée, c'est d'avoir une méthode de travail qui fonctionne. Et comme tu le disais, Alain, là, je vous présente ma méthode, qui est la méthode Maestro de prise de mandat, qui est une méthode en 11 étapes que je vous passe très rapidement. Ça mériterait d'y passer une journée. À partir du moment où j'ai un lead rentrant, donc un prospect que j'ai été chercher ou qui est venu à moi, peu importe. Je vais mettre en place 11 étapes. Les 4 premières se situent avant le rendez-vous. Et ensuite, de la 5e à la 11e, c'est pendant le rendez-vous. La première étape, c'est ce qu'on appelle une préqualification. Une préqualification, c'est quoi? C'est un script sur lequel je vais poser des questions professionnelles à mon vendeur pour comprendre pourquoi, comment, pour quand il veut vendre son bien. OK? Et ça, ce n'est pas le hasard, c'est un script. L'étape numéro 2, et ça, je le fais à J-2 ou J-3 avant la prise de mandat. L'étape numéro 2, c'est je vais préparer ce que j'appelle un kit d'information. Un kit d'information, c'est un dossier que je vais transmettre en boîte aux lettres chez mon vendeur, 48 heures de rendez-vous, dans lequel il y en a book, témoignage client, préestimation de son bien et un mandat exclusif vierge. Le lendemain, j'appelle mon client avec un script pour lui demander s'il a bien pris connaissance de ça, et pour lever toutes les objections au téléphone. Étape numéro 4, j'arrive toujours 10 minutes en avance dans le rendez-vous. Pourquoi? Visuellement, je visualise mon rendez-vous. Donc voilà, je vais visualiser une poignée de main, un sourire, que tout se passe bien. J'en profite pour relire mes objections, reprendre ma préestimation et je rentre chez le vendeur, pas pour faire de la figuration, mais pour rentrer l'exclu au prix. Je suis conditionné. Si je suis boxeur, Mike Tyson, il a dit voilà, moi j'ai gagné tous mes combats en regardant le mec dans les yeux quand le combat débute. Il était projeté pour gagner. Quand je vais faire un match de foot, je ne vais pas essayer de gagner, je vais pour gagner. Donc, je suis programmé pour ça. J'arrive chez mon client. L'étape 5, c'est l'ouverture ou l'entrée en matière. C'est les 20 premiers mots, 20 premières secondes, l'attitude, une phrase type, la façon de serrer la main, ma posture, ma physiologie, tout ça. Étape numéro 6, la visite technique. La visite technique, c'est le fait hyper important de différencier la découverte vendeur de la visite technique. Technique, c'est quoi? C'est je prends tous les éléments sur le bien et aucunement sur le projet. Étape 7, je fais feedback sur ma préqualification et je repose toutes les questions de ma découverte avec mon vendeur. L'étape numéro 8, j'utilise mon book pour ce qui nous intéresse, l'exclusivité, le prix. Étape numéro 9, s'il y a besoin, je réponds aux objections. Étape numéro 10, je close. Et l'étape numéro 11, soit j'ai closé, soit il a refusé, je choisis refuser. Et on en vient au schéma dont on a parlé un petit peu précédemment. Très clair, Julien. J'ai des questions aussi, notamment de Romain, de plein de gens sur le souci de l'exclusivité, c'est pas faire ou non, l'exclusivité est un tabou pour beaucoup de vendeurs. On répond à la fin, comme pour Stéphanie. Et là, on va essayer de continuer dans notre lignée en disant, évidemment, ce qu'attendent les vendeurs avant tout aujourd'hui, en tout cas, c'est une estimation juste parce que les prix montaient jusqu'aux arbres, puis d'un seul coup, il s'est passé plein de choses sur l'estimation. Donc, encore une fois, bonne nouvelle parce qu'ils ont besoin d'avoir de l'information. Mais au-delà de l'information, parce qu'ils en ont beaucoup et de plus en plus, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas, c'est la connaissance. Donc, ils peuvent avoir autant d'informations qu'ils veulent. La réalité, c'est que c'est vous qui avez la connaissance. Et il y a deux mondes qui s'opposent, Julien. Exactement. En fait, il y a systématiquement deux mondes qui s'opposent. Il y a la réalité et le monde idéal. La réalité, c'est le prix de vente marché. C'est celui qu'on connaît via les DVF, notamment. Et donc, c'est le prix auquel le bien pourra être vendu réellement. Le monde idéal, c'est le monde visible. La partie visible de l'iceberg, c'est quoi? C'est toutes les annonces sur SoLoger, par exemple. Et on sait que les vendeurs ont l'habitude de regarder ce qu'il y a sur le marché, alors qu'on sait que ce qu'il y a sur le marché, par définition, c'est à la vente et c'est non vendu. Et si c'est non vendu, c'est juste parce que le prix est trop élevé. Donc, il faut vraiment faire comprendre aux vendeurs, et c'est faire preuve de pédagogie, d'expliquer la différence entre ces deux mondes. Et il y a deux outils qui sont aujourd'hui des best-sellers pour pouvoir cadrer sur le prix de vente à la prise de mandat ou à la baisse de prix. C'est le certificat de parution directement via SoLoger
Et c'est l'outil Inventory. Alain, si tu veux en dire quelques mots. Inventory, c'est l'outil qui regroupe en réalité, merci d'en parler Julien, parce que toi tu les utilises ou tu les préconises à tes primo, mais évidemment Inventory c'est quelque chose qui vient s'ajouter à son rapport d'évaluation ou qui remplace son rapport d'évaluation, et c'est l'outil qui va regrouper avec les photos l'ensemble des biens de nos partenaires pour avoir une étude comparative, y compris des et ça va vous permettre d'avoir évidemment la base de données la plus fiable et la plus grande du marché avec photo pour ce que vous disiez Julien, prouver. D'ailleurs, et aussi en défense de prix sur les acquéreurs, montrer un acquéreur qui ne peut pas faire n'importe quelle offre de prix à la baisse et convaincre vos vendeurs du juste prix et tout au long du suivi de vos affaires, si elles n'ont pas été au prix directement, d'amener de la pédagogie et de la preuve, ce qu'attend aujourd'hui le client, puisqu'il attend des preuves du professionnalisme et le moins possible évidemment de blabla entre guillemets, ce qui ne concerne pas l'audience qu'on a aujourd'hui ici même. Donc oui, parfait là-dessus, Julien. 3 attitudes possibles où tu disais aussi, toi, pour quand on dit repenser son stock mandat, etc. Qu'est-ce que tu entends par ces 3 points-là? Aujourd'hui, voilà, pour faire du business, 3 options. La première option, celle que je préconise, être en phase de prospection constante, c'est un état de veille. Voilà, je suis en phase de prospection constante. La deuxième chose, c'est d'attendre. Voilà, il n'y avait pas les agents immobiliers classiques, traditionnels de l'époque. Je suis en agence, le lead vient à moi, après je m'en occupe. Ça, aujourd'hui, c'est trop concurrentiel, ça ne fonctionne plus. Et la troisième option, et que ce n'est pas des oppositions, la troisième option est complémentaire à la première, c'est le fait de faire de l'acquisition de leads. Nous, on a en effet, alors dans l'acquisition de lead, évidemment, tu l'as parce que ceux qui sont clients chez nous, avec la visibilité de leurs agences sur Se Loger, Logikimo et Meilleures Agences et 40 millions de visiteurs, donc forcément, tu as de la visibilité et tu as du leads non qualifié. Mais il y a une offre qui existe depuis l'existence, d'ailleurs, ça fait 15 ans maintenant, qui est réservée à 10% de nos clients pour que chacun puisse avoir un certain nombre de rendez-vous qualifiés, c'est-à-dire un service de qualification de leads avec des projets à moins de 3 mois qui se transforment en 50% d'exclusivité signée. Donc, en effet, c'est une possibilité pour certains, soit qui veulent développer un secteur, soit qui veulent augmenter leur nombre de rendez-vous et de ventes, de souscrire à rendez-vous vendeur qualifié. Il suffit d'appeler votre conseiller pour avoir évidemment des renseignements sur ce sujet. Et quand on dit repenser sa stratégie mandat, qu'est-ce qu'on entend par là, Julien? Alors, sur la stratégie mandat, l'objectif, c'est de se dire aujourd'hui, on a des stocks et ces stocks, si on ne les sort pas, ils nous coûtent de l'argent. Donc, l'idée déjà, c'est de se dire dans un premier temps, je vais connaître le profil de mon client et adapter ma stratégie. Pour ça, on va avoir 2 outils. On n'a pas le temps d'aborder en détail, mais le premier outil, c'est le SONCAS. C'est des choses qu'on a appris très souvent en BTS, en bac pro, enfin des trucs basiques de commerce. C'est les motivations principales des vendeurs. Sympathie, argent, confort, sécurité, orgueil, nouveauté. À partir du moment où j'ai cerné la motivation principale de mon vendeur, je vais utiliser les mots adéquats. C'est-à-dire que moi, dans mes formations, je donne des motifs, des phrases types à utiliser. Quelqu'un qui a accès sympathie, tu ne lui parles pas de la même manière que quelqu'un qui a accès orgueil ou sécurité. Donc, juste d'adapter des termes et une communication qui va avec sa motivation principale. De la même manière, on a un autre outil, c'est le style de personnalité. C'est quelque chose que j'enseigne, c'est les 4 styles interpersonnels de Larry Wilson. On sait qu'on a 4 profils sur Terre. On a les analytiques, on a les drivers, on a les aimables, on a les expressifs. Ils ont 4 modes de communication différents, 4 modes de fonctionnement différents. Et notre objectif à nous, c'est de comprendre comment ils fonctionnent et de s'adapter à eux. Et à partir du moment où je fais une découverte, j'ai compris quelle était leur motivation et quel était leur style de personnalité, c'est hyper facile pour moi de parler langage et de faire vraiment là ce qu'on appelle le caméléon, quoi. Mais c'est très, très facile. Il n'y a pas plus facile, en fait. À bonne découverte égale exclusivité à tous les coups et il n'y a aucune objection, il n'y a aucune tension. Alors là, on est sur des sujets passionnants qui demanderaient des heures et des heures, donc on est obligé d'accélérer un peu pour tenir le timing et répondre à toutes les questions. En effet, on pourrait se dire d'abord que quand je rentre sur repenser ma stratégie et mon stock mandat, je peux commencer par classer ou classifier son portefeuille client. En tout cas, là, tu as une proposition, toi, avec froid, tiède, chaud. Voilà, si tu veux en dire un mot, mais en dire qu'un mot et on va fournir tout ça. Hein. Ouais, quelque chose de pratico-pratique, vraiment, c'est de se dire aujourd'hui, un portefeuille, ça se travaille. Moi, je suis capable de dire, je demande à mes coachés de le faire. C'est quoi le prochain bien que tu vas vendre? Et celui qui me dit, je ne sais pas, je lui dis, il y a d'autres coachs qui s'occuperont de toi probablement. On doit avoir dans la vision, je dois savoir ce que je dois vendre. Je connais mon stock, je connais mon marché, je connais les biens concurrents.
Et dans cette classification, voilà, on va prendre les chauds par exemple, après on duplique sur les autres. C'est quelqu'un qui a une nécessité urgente, une deadline rapprochée pour vendre. Ok. Ils sont ouverts à la discussion et ils sont beaucoup plus réceptifs à ce qu'on va leur dire. Et l'idée, c'est de vendre rapidement parce qu'il y a un vrai pourquoi. La stratégie, c'est quoi? On est très proactif, rapide et je mets tout en place pour vendre sur la deadline qui est voilà, recherchée. À la Le limite, froid, c'est ceux dont j'ai le portable dans mon smartphone, quoi. ben ceux-là, en fait, c'était bien qu'ils vont sortir dans le mois prochain. Moi, en février, j'ai mes 4 bien chauds, ils dégagent. Et je sais combien je les quantifie et je sais quel chiffre d'affaires je vais avoir dans 4 mois. C'est imparable, en fait. Si je connais mon marché et je suis au prix, je vais vendre. Hein. On ne peut pas dire le Après, contraire. je mets un peu moins d'énergie sur les tièdes. Alors, les tièdes, l'idée, c'est à nouveau dans le lead nurturing, les faire monter à maturité jusqu'à cette deadline. Et les froids, alors, libre à chacun de prendre ou pas des froids. On peut avoir que des chauds et des tièdes dans un portefeuille. Hein. C'est pour ça que je disais il faut refuser des mandats. Bien sûr. Moi, celui qui me dit ben, je vends parce que je suis à la retraite dans 2 ans et que dans 2 ans, ben moi, il ne m'intéresse pas. En fait, dans 2 ans, Et juste c'est pas vrai des que mandats c'est adapté en fonction de son stock, de l'historique de son agence, de la stratégie que l'entreprise veut mettre en place. Mais en effet, il y en a qui travaillent que les chauds et les tièdes. Une fois qu'on a Exactement. classé son portefeuille, on peut faire aussi maintenant le point sur ses biens. On vous a proposé une allégorie ou une métaphore ornithologique avec Julien qui est, tiens, si j'ai, parce que quand on parle de hausse, de baisse de prix, de demande et d'offres, en fait, on pourrait classer en 3 types de biens, une fois qu'on C'est a ça. classé ces vendeurs. Il y a mes biens qui sont dits aigles. Ce sont les pépites qui correspondent totalement à ce qu'on appelle le cœur de cible. C'est des biens sans défaut. Ceux-là sont peu impactés par la tension offre et demande et les prix ne baissent pas, voire peuvent continuer à augmenter. Il y a le ventre mou du milieu qu'on appelle les mouettes qui volent au gré du vent comme ça, où c'est un bien plutôt standard, où bien sûr il y a peut-être un peu de travaux, bien sûr il y a un petit peu de points négatifs et beaucoup de points positifs. Ceux-là sont très impactés par les fluctuations du marché, parce que si à un moment donné il y a beaucoup de ce type de biens sur le marché, eh bien les prix, ça ne va pas se vendre et ça aura tendance à baisser. En revanche, c'est vrai que s'il y a très peu de biens standards sur le marché et qu'il y a une offre, une demande qui est très forte, ces biens peuvent augmenter un peu anormalement. Et puis, il y a le bien qu'on a appelé dinde, on trouvera un autre nom à un moment donné, plutôt bas de gamme. C'est le bien avec tous les défauts du monde, qui est plutôt peu impacté par une tension off-demande, puisqu'il y avait déjà beaucoup de défauts. Il n'y a pas de magie à ce que ce bien-là fluctue vers la hausse, même quand la demande est forte. Et bien sûr, comme tu le disais, Julien, avant de faire tout ça, eh ben, dans ma ville, dans mon secteur, je vais regarder quels sont les envies, les besoins et les budgets de mes acquéreurs. Qu'est-ce que je dois rentrer comme bien? Et à partir de là, je vais faire plus souvent mouche, bien sûr, en ayant cette politique-là, que de ne pas avoir d'objectif. Et puis, bien sûr, ensuite, j'accélère un peu, Julien, il y a 2 grandes étapes importantes qui sont souvent un petit peu mis de côté parfois. C'est qu'est-ce que je fais une fois que j'ai rentré une affaire quand elle ne se vend pas? Et je te laisse décrire le plus rapidement que tu puisses pour qu'on prenne les questions, maîtriser ce qu'on appelle son suivi vendeur. Ouais, le suivi vendeur, il doit être processisé, c'est-à-dire qu'il y a un suivi sur de l'action journalière, sur de la semaine, sur du mois. C'est de la transparence sur tout ce qui est fait. C'est un mix du multicanal, d'email, de SMS, de vidéos, de vocaux, d'appels téléphoniques, de rendez-vous physiques au moins une fois par mois. L'idée, c'est d'être toujours positif, d'être toujours maître de la situation et d'avoir une réactivité. Et comme je dis toujours, hein, si ton vendeur t'appelle avant que tu l'appelles, c'est que tu as loupé quelque chose. Et dans l'idée, notamment sur cette notion de suivi vendeur et de baisse de prix, c'est toujours de ne travailler que des objectifs qui sont smart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un conseiller me dit en coaching, ben moi, cette semaine, mon objectif, c'est de baisser le prix de 2 mandats, je lui dis, ça ne veut rien dire du tout. Moi, si tu me dis que tu vas baisser le prix pour que ce soit smart, tu vas me dire, OK, pour le bien de Madame Dupont, je m'engage d'ici vendredi à baisser d'au moins 19 000 euros son prix de vente. Là, c'est intéressant parce que j'ai tout. C'est simple, c'est mesurable, c'est donc 19 000 euros. C'est accepté, attirant, bah, il kiffe parce que grâce à ça, il va vendre le bien. C'est réaliste parce qu'il est dans son estimation et c'est temporellement défini parce qu'il le fera d'ici vendredi. Donc ça, tout ce que vous faites, ça doit toujours être smart. Et pour pouvoir justement faire ce suivi vendeur, il y a quelque chose que je conseille à tout le monde de faire au moins 30 minutes par jour. C'est une veille de son marché. Toujours de savoir combien d'offres il y a sur votre marché. Le marché primaire, c'est ces 2500 boîtes aux lettres dont je parle en général. C'est de savoir combien d'offres disponibles, de l'analyser, d'être capable de faire une préestimation de tous les biens. Moi, sur mon secteur, les personnes que j'ai dans mes agences en direct, je leur demande de préestimer tous les biens qu'il y a sur le secteur. Et il n'y a personne qui me dit je ne l'ai pas vu, ça n'existe pas. Si tu connais ton secteur par cœur, tu es capable de préestimer les biens, de voir la différence par rapport à ce qui est affiché. Et après, ça te permet une fois par mois, suivre les tendances et d'avoir des rapports d'analyse construits sur les marchés, tout simplement.
On dit aussi qu'il faut rester curieux et se former. Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qu'on a relevé comme tendance? On voit bien qu'il y a bien sûr ces mots magiques là d'intelligence artificielle et de chat GPT, où de plus en plus de conseillers, et il y a des modules là-dessus, nous en avons fait, nous en ferons, Julien en fait, sur comment je peux créer mes propres prompts pour commencer à rédiger, mais notamment mes courriers de suivi, ou peut-être qu'avec Midjourney ou DALL-E, commencer à faire de belles images pour mes annonces. Donc, restez curieux et éveillés là-dessus, qui ne remplace pas, en tout cas, tout ce qu'on vient de voir avant, mais qui est un outil complémentaire qui vous permet de gagner du temps et d'aller voir vos clients en réel et de là mettre votre valeur ajoutée, j'ai envie de dire physique, en face à face au téléphone ou par d'autres canaux. Le DPE qui devient un critère d'achat où on sait que si j'ai un bien G aujourd'hui, c'est rédhibitoire, et si je ne sais pas accompagner un vendeur et un acheteur sur quelle est la valeur énergétique de mon bien, quelle est la valeur de ma prime rénov auquel j'ai droit, quelle est l'entreprise qui peut m'accompagner et me certifier les travaux pour me faire passer d'une LEF F ou G à D, eh ben, vous allez perdre par rapport à certains confrères ou concurrents qui, évidemment, eux, ont pris ce pas-là et se sont formés et ont changé d'état d'esprit là-dessus. Bien sûr, se révèle aussi aujourd'hui dans ces marchés-là ce qu'on appelle la coopétition, c'est-à-dire j'ai des confrères avec qui je dois faire des affaires et vaut mieux toucher 50%, 75% d'une affaire plutôt que zéro. Et cette coopétition intercabinet, on voit qu'elle a à nouveau un peu le vent en poupe. On entend parler, certains tentent, des ventes interactives ou ventes aux enchères qui permet de réveiller un peu son portefeuille vendeur, de donner peut-être un nouvel outil aussi à l'intérieur de l'équipe qui est intéressante. Et puis bien sûr, les nouveaux leviers qui sont toujours à construire, et on vous en a longtemps parlé. Est-ce que je fais de la location de la gestion? Est-ce que j'ai monté du viager? Est-ce que j'ai monté de l'investissement locatif pour parler à un client sur 5 qui est un investisseur? Si je ne maîtrise pas le conseil patrimonial ou quelques lectures, bah, forcément, je vais passer à côté, et tous les conseils en rénovation. Juste avant les cadeaux et avant de dévoiler les cadeaux, Julien, je voulais répondre, parce qu'on tient toujours nos engagements, aux questions qui ont été posées. D'abord, il y en a une qui peut paraître surprenante mais très intéressante, qui dit mais pourquoi Se Loger a ouvert aujourd'hui son site aux particuliers alors que c'est un site 100% réservé aux professionnels. D'abord, ça nous permet aujourd'hui d'avoir 100% de l'offre au même endroit, et surtout, on n'a pas fait ça comme ça, c'est pas sorti du chapeau, on est allé rencontrer vos fédérations et toutes les voix qui portent aujourd'hui dans ce métier, et on a interrogé par ce biais-là nos 30 000 utilisateurs. C'est une stratégie sur un marché tendu qui devait se tenter pour aller essayer d'aller récupérer les 35% de parts de marché que vous n'arrivez plus, professionnels de l'immobilier, à conquérir, mais qui reste un marché de particuliers sur lequel personne ne gagne rien. Et notre objectif à nous, et on a déjà 10 ou 12 succès, c'est d'attirer évidemment ce particulier via une annonce souvent dégradée d'ailleurs sur notre site, pour le transformer et faire ce qu'on appelle du nurturing, de le transformer et de vous l'orienter. Donc, c'est une stratégie qui se tente pour aller capter cette part de marché que vous n'avez pas. Donc, elle se tente, et aujourd'hui, elle est en voie. Il faut un peu de temps et de recul, de réussite, et on saura vous informer là-dessus. Et puis, Se Loger, c'est moins d'1% des annonces sur le site. Pour vous donner un ordre d'idée, il doit y avoir 6 000 à 8 000 annonces sur 700 000 qu'on a. Et puis, Se Loger reste évidemment la plateforme qui donne évidemment toujours l'avantage et de loin et la priorité aux professionnels de l'immobilier. Et puis, on ne cherche pas à créer un marché de transactions, comme certains pourraient nous dire, entre particuliers, pas du tout. On cherche à renforcer notre audience pour en avoir 100% et vous orienter des leads de particuliers que vous n'aurez pas. C'est ça la mission. Et cette mission, elle reste inchangée. C'est comment on simplifie aujourd'hui la recherche du porteur du projet, parce qu'il faudrait peut-être parler du client final, pour pas qu'il retrouve un peu partout plein de trucs, mais qu'en un seul endroit, on lui simplifie la recherche, que ça soit plus efficace et plus fluide. Et on est l'unique site aujourd'hui réservé 100% immobilier. Et on pense que c'était le bon moment, dans des zones de turbulence, de se lancer dans cette aventure pour vous apporter les 35%, peut-être pas totalement, de particuliers qui ne passent pas aujourd'hui avec aucun professionnel. Voilà, je voulais préciser, et on répond à tout en toute transparence. Il y a des questions sur l'exclusivité, Julien, avant que tu nous parles de tes cadeaux et de ton coaching, qui est, il y en a deux qui reviennent dans des familles, qui est le souci de l'exclusivité, ce n'est pas de la faire ou non, c'est que l'on se heurte à un tabou, car oui, l'exclusivité est un tabou pour beaucoup de vendeurs. Voilà, j'ai ça comme question qui est revenue. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors ça, c'est une croyance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est nullement un tabou.
toutes les personnes que j'ai en coaching travaillent toutes à 100% exclusivité. J'ai plus de 100 personnes en fait que j'ai qui travaillent toutes en exclu et qui ont commencé certains l'immobilier en étant à zéro ou alors un travail de 10 ans de mandat simple. Donc, première chose, ça c'est une croyance. Pendant très longtemps, on a cru que la Terre était plate jusqu'à ce qu'on apprenne qu'elle soit ronde. Et une croyance devient une vérité. Le travail du conseiller immobilier, c'est de faire preuve de pédagogie. Et tout est question de questionnologie. C'est-à-dire, monsieur le vendeur, je comprends tout à fait que vous pensez que la mandat simple est la meilleure solution pour vous et j'aimerais comprendre pourquoi. Je vous écoute. Et là, il va me vider son sac et moi, je vais lui expliquer non pas qu'il a tort, parce que si j'ai tort, s'il a tort, que j'ai raison, il y a une rupture, c'est que la croyance qu'il avait avec les armes à sa disposition, elle n'est pas bonne. Et donc, je vais lui expliquer qu'aujourd'hui, l'exclusivité est la meilleure solution pour lui, parce que, mais souvent, les agents immobiliers, ils font quoi? Le mandat simple, c'est la solution pour moi, le vendeur. Non, 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 c'est l'exclusivité. Non, ça, c'est une confrontation. L'idée, c'est simplement de faire parler le vendeur. Et en fait, moi, j'adore la fable du corbeau et du renard. Et je fais que ça. Je fais parler l'autre, parler l'autre. Expliquez-moi pourquoi. Vous avez entièrement raison. Je comprends votre raisonnement. Et en fait, il va m'expliquer. Et à la fin, il me dira, effectivement, c'est tout le temps pareil. De toute façon, on vient en formation, on le fait en jeu de rôle. C'est drôle. Hein, je m'amuse à faire ça à chaque fois. Effectivement, je n'avais pas vu la chose de cette façon-là parce que l'information que j'avais était erronée. Terminares, arrêt des jeux. Et donc, en fait, c'est pour être convaincant dans l'exclusivité, il faut être convaincu. Quand une personne me dit qu'il y a des tabous ou que c'est faux, c'est une croyance. Et cette croyance-là, s'il l'a dit, il l'a. Et s'il l'a, probablement qu'il va la propager sur ses vendeurs. Et c'est de se dire, l'exclu, en fait, c'est la seule option. Aujourd'hui, moi, quand on taffe, on a un mandat, il est exclusif et il n'y a pas de mandat simple. Ça n'existe pas dans la structure. Après, si tu veux taffer un mandat simple pour rien, tu peux. Et en fait, mais c'est normal, hein, c'est vraiment. En fait, c'est un changement d'état d'esprit. C'est en ça que le mindset, il est hyper important. Très important cette histoire des croyances, en effet. Et est-ce qu'on peut répondre à une autre famille de questions qui est en estimation ou en préestimation, que préconisez-vous d'annoncer au lead vendeur, un prix net vendeur ou un prix de commercialisation, frais d'agence inclus? Alors, moi, j'ai tendance à dire et à fait et à faire faire que le prix n'existe pas. D'ailleurs, il y a un chapitre dans mon livre qui s'intitule Combien penses-tu valoir? C'est comme le prix de mes formations. Quand on me demande le prix, c'est combien? Je dis à moins cher, ne perdons pas de temps. Aujourd'hui, moi, je conseille de ne jamais parler du prix de ses honoraires. La question n'a pas lieu de se poser. Si on me la pose, c'est 6%, c'est affiché. Voilà. Mais aujourd'hui, je te conseille de travailler qu'en net vendeur. Le net vendeur, c'est ce qui va l'intéresser. Et à partir du moment où la valeur perçue par le client, elle sera supérieure à ta valeur réelle, tu pourras coûter 16 000 quand tes concurrents coûtent 5 000, ça ne posera jamais de problème. Donc, l'idée, c'est de parler toujours net vendeur. Par contre, il faut avoir une obsession complètement dingue de faire vivre une expérience client oufissime. Et en fait, à l'arrivée, on te dira juste merci. Et je me suis aperçu que mes honoraires, finalement, à la fin, c'est moi qui étais focus sur mes honoraires. Et c'était comme l'exclu là, sur la question précédente. Moi-même, réellement, j'avais une croyance limitante sur l'argent qui faisait que je n'étais pas à l'aise avec toutes ces grosses sommes et que je me faisais toujours gratter mes honoraires et que j'acceptais. À la fin, mes honoraires, je n'en parle pas. Ils passent toujours et on me recommande systématiquement. Donc, parfait. Net vendeur. Bien sûr qu'on vous diffuse tout ça, vous pouvez continuer à écrire à Julien, lui poser des questions et tout ça, mais on arrive presque à la fin donc, de cette webconférence. Pour encore une fois illustrer ça, c'est-à-dire tout ce qu'on a échangé, plus la présentation qu'on vous envoie, on a décidé et Julien vous offre ses clés pour réussir 2024, c'est ça? Ils vont le recevoir. Ouais, c'est un guide, un guide que j'ai créé là le mois. J'ai l'habitude de regarder sur mon site, sur julienrafin.fr, sur tous mes réseaux sociaux. Je fais des podcasts, des vidéos YouTube, des guides. Ce guide-là, j'ai sorti il y a 15 jours. C'est 6 clés pour cartonner en 2024. D'ailleurs, je fais une webconférence vendredi là-dessus. C'est mindset de croissance, veille de son marché, baisse de prix, suivi vendeur, gestion de ses acquéreurs. Et c'est en fait de vous donner des clés pratico-pratiques à utiliser au quotidien, tout simplement. Super. Donc, vous allez recevoir ça avec la présentation et le replay. Pour aller plus loin en 2024, qu'est-ce qu'on fait, Julien? Voilà, j'ai mis un truc très facile. C'est un QR code qui renvoie sur mon calendrier. D'accord. Si vous voulez, pour vous, vos équipes, travailler 100% exclu, améliorer votre organisation, avoir un mindset de leader, avoir une prospection qui fonctionne. Bref, cartonner en 2024 et contrôler votre focus interne. Vous scannez, on prend un calendrier ensemble et je serai ravi de vous accompagner, comme je le fais avec plein de conseillers, pour faire 2024 une belle année et surtout pas une année de menace, tout simplement. Parfait. Les échanges questions-réponses, on a répondu aux grandes familles. Vous pouvez aussi nous écrire et on vous répond au fur et à mesure, évidemment. Les solutions chez Se Loger, Meilleurs Agents, vous les connaissez. Sur la captation de mandat, la visibilité, la captation d'acheteurs. On a parlé d'un certain nombre de produits vous aidant aujourd'hui, comme Inventory, le certificat de parution, rendez-vous vendeur qualifié, etc., etc. Mais vous avez un conseiller à votre disposition pour vous renseigner. Ce n'est pas l'objet ici de faire la promotion
de nos services que vous connaissez. On annonce toujours la prochaine webconférence où, après avoir traité le chapitre acquéreur et le chapitre vendeur avec Julien, nous allons regarder comment booster vos ventes grâce à l'investissement locatif qui représentait un acquéreur sur 4 et aujourd'hui peut-être un acquéreur sur 5 ou 6. Mais ça veut dire que si je ne sais pas lire, déceler et argumenter en investisseur, à mes investisseurs locatifs, je vais passer à côté. Donc là, on a un partenariat avec une entreprise que vous connaissez, mais qu'on vous représentera, qui s'appelle Beanstalk, pour ouvrir un nouveau levier, un nouvel éclairage sur un profil de client et un profil de bien sur l'investissement locatif. Donc, c'est le 26 mars à 14 h. N'oubliez pas, quand le petit questionnaire va apparaître, je ne le vois pas s'ouvrir, de bien nous donner votre ressenti et surtout, qu'est-ce que vous attendez dans la prochaine webconférence. Comme à chaque fois, on construit un programme pour vous. Donc, vous nous avez demandé de traiter l'acheteur, on l'a fait. Le vendeur, on l'a fait. Donc, voilà. Donc, votre avis compte beaucoup. Donc, merci de bien renseigner ce que vous souhaitez comme type de webconférence. Évidemment, vous avez nos coordonnées dans la présentation qui vous arrivera. Vous avez nos livres blancs, nos podcasts, nos infographies sur la chaîne YouTube Se Loger pour regarder ce qu'on a fait par le passé. Il nous reste à vous remercier en comptant sur Julien et moi pour, j'espère, vous avoir apporté un peu plus de valeur qu'avant de venir à cette webconférence, avoir éclairé quelques petites lumières, contribuer à vous faire grandir modestement mais avec beaucoup d'enthousiasme. Et on souhaite, nous, que ce qu'on met en place chez Se Loger, notre puissance et notre audience qualifiée et nos innovations vous permettent de gagner la bataille. Et je laisserai évidemment la conclusion à Julien. Ben, merci à tout le monde. C'est vrai que j'en ai eu des retours comme quoi j'ai parlé vite, mais il y a tellement de choses à vous donner en 45 minutes. L'idée, c'était d'être le plus clair, une vision qui soit claire, un pourquoi défini. Le travail, on a parlé sur la gestion de ses vendeurs, sur son suivi vendeur, sur ses baisses de prix. Et la dernière chose, c'est une réponse à une question. Est-ce que tu prends les exclus trop chers? Une exclue, c'est une exclue qui doit se vendre, qui va se vendre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de deadline et de réel projet, je ne prends pas un bien qui ne se vendra pas. Ce sont des mots sages pour terminer cette webconférence. Merci à tout le monde, c'était cool. Merci beaucoup et j'espère que vous avez hâte d'aller en découdre avec vos vendeurs et vos clients et de faire beaucoup de business. Salut à tous et à la prochaine webconférence. Bonnes affaires à tous. Au revoir.